Alors bonjour. Alors ce dont moi je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est de la suite d'une recherche qu'on mène depuis un certain temps en TECFA et qui porte globalement sur l'efficacité, pas vraiment sur l'efficacité, mais sur l'influence de nos dispositifs de formation sur un certain nombre de comportements de nos étudiants, sur leur comportement cognitif, leur comportement relationnel, leur changement dans l'activité, dans la façon de faire cours, etc. Et donc, c'est un travail là que je mène depuis 3 ans avec ma collaboratrice, avec Claire Pelletier. Et donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler. Il y a un an, on était ici, on vous avait présenté les premiers résultats de cette recherche sur un certain nombre d'étudiants. On a poursuivi le travail de façon longitudinale et c'est de ça maintenant dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais rappeler très vite la première recherche entre ce qu'on a fait entre 2010 et 2012. On s'est intéressé donc à voir les effets de notre dispositif de formation sur des étudiants, nos étudiants de Bac 1. Ça veut dire qu'on a surtout cherché à analyser l'évolution de leur comportement à différents niveaux. On avait pour ça un cadre de référence, et je vais aller très vite sur le cadre de référence. La première chose, c'est qu'on travaille sur des dispositifs qu'on appelle des dispositifs hybrides. Donc, ce sont des dispositifs relativement innovants qui l'étaient au moment du déploiement des plateformes dans les universités. Ce sont des dispositifs de formation qui allient, qui mêlent, qui articulent des séquences de travail en présence et d'autres à distance, à travers des dispositifs médiatisés ou des dispositifs instrumentés selon un peu à quelle école ou à quel courant de pensée on se rattache, qui ont des effets qu'on appelle, nous, des effets en termes de médiation. Donc, puisqu'ils produisent un certain nombre d'effets parce qu'ils s'interposent entre l'apprenant, les autres apprenants, les savoirs, l'activité, etc. Ce sont des dispositifs de type un peu artisanal, comme a dit Christian, parce qu'ils travaillent énormément sur la notion d'accompagnement et sont, chez nous en tout cas, aussi des dispositifs de formation qui impliquent une dimension d'ouverture importante. Ouverture dans le choix des intervenants, faisant appel à des intervenants extérieurs, laissant un certain nombre de choix aux apprenants, etc. Le deuxième cadre auquel on se réfère, c'est plutôt une pédagogie, une formation de type immersive. Ça veut dire qu'on enseigne les technologies avec les technologies. Et donc, les technologies sont à la fois un objet d'enseignement et un environnement d'apprentissage. Donc, pour nous, c'est très important. Ça veut dire qu'on espère un effet de modelage après que les étudiants ont été formés et exposés à ce dispositif pendant une année. On leur propose des situations authentiques, on les immerge dans une pédagogie de projet qui ressemble à des projets pédagogiques qu'ils auront à mener une fois qu'ils seront sortis, etc. Alors voilà, ça c'est le contexte. Je rappelle très vite le terrain, mais très très vite. Donc c'est un cours de Bac 1, donc première année universitaire. C'est un cours de technologie éducative qui porte sur une première présentation des technologies éducatives. C'est un cours de 6 crédits et CTS, donc globalement 150-180 heures de travail, dont 48 se passent en présence et tout le reste se passe en distance à travers le dispositif, la plateforme de formation. Ce sont des cours qu'on appelle chez nous quasiment déjà des cours de grands groupes parce qu'ils sont entre 80 et 120 selon les années. Et puis alors, ce sont des étudiants qui sont effectivement, on a beaucoup évoqué ce matin le fait que ces étudiants soient effectivement natifs ou non natifs en termes de technologie. Il se fait qu'on en a 5% qui nous déclarent ouvertement, enfin dans un questionnaire au départ, qu'ils ne voient pas en quoi les technologies leur seront utiles en tant que futurs enseignants, puisque 30% quasiment de nos étudiants se destinent à devenir instituteurs ou institutrices. Et puis, ils ont un usage qui correspond assez bien à un usage du réseau, qui est de l'ordre du réseau social, mais comme on l'a dit, des tas de technologies de type participatif ne sont pas du tout utilisées, connaissent pas. Et puis, ils ont aussi une connaissance assez faible, finalement, des opérations qu'ils font quand ils y travaillent avec ces outils-là. Alors, que montraient les résultats de la première année? Ça veut dire qu'au départ, on arrive à une situation au départ, on est face à des étudiants qui sont en non-usage des technologies, ne savent pas très bien les utiliser, ils avouent ne pas très bien connaître les choses, ils ne les utilisent pas énormément, sauf effectivement à titre personnel, etc. Et puis, ils sont là immergés pendant 1 an dans le dispositif. Ah, mais je n'y suis pas encore. Voilà. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, effectivement, voilà, j'y suis.
J'étais un peu troublé par la vision que j'ai moi, qui ne correspond pas à celle que vous avez vous. Et voilà. Et donc, ma perturbation étant passée, la météo est de nouveau bonne. Voilà. Donc, après ça, ce qu'on a observé comme effet, on a observé d'abord des effets que nous on appelle des effets de médiation épistémique. Ça veut dire qu'au fond, il y a un changement de connaissance. Alors, ils nous disent des tas de choses, ils disent avoir appris plus de choses, ils disent avoir appris des tas de choses sur les technologies, avoir découvert un domaine, être étonné de savoir que c'est un vrai domaine scientifique avec de la recherche, avec une grande richesse et tout ça. Et donc, ils ont découvert aussi, ils déclarent en tout cas que ça va leur être utile ou que ça pourrait leur être utile dans l'enseignement et plus tard dans leur vie professionnelle. Et donc, on a cette idée après que on en a un certain nombre qui passent à une médiation qu'on appelle posturale. Ça veut dire qu'ils disent, au fond, ils déclarent changer d'avis, ils déclarent changer de position par rapport aux technologies. Ils disent, on change de posture, on pense effectivement que ça va nous être utile. Et puis, il y en a qui nous disent, au niveau de l'action, on a récupéré un certain nombre de choses, on a donc un effet de médiation praxéologique, on peut réutiliser à d'autres niveaux, dans d'autres contextes. On en a un certain nombre, alors, et c'est là qu'est notre interrogation, c'est comment fait-on et comment se fait-il qu'un certain nombre qui disent avoir changé de position par rapport aux technologies et qui disent je déclare que c'est d'un intérêt pour moi, qu'ils ne le fassent pas une fois qu'ils sont soit plus tard dans l'année, soit plus tard dans leur vie professionnelle, etc. Et donc la question à laquelle on essaie de répondre, qui pour nous est quand même vachement importante, c'est au fond comment peut-on faire en sorte de faire que nos étudiants non seulement disent on veut changer de pratique, mais non seulement ils déclarent qu'ils veulent changer, mais en plus qu'ils changent réellement. Et donc c'est ce passage à l'acte qui nous intéresse et savoir pourquoi au fond peu passe à l'acte. Alors, au niveau du passage à l'acte, on a un certain nombre de zones qu'on peut observer. Le cours en question s'appelle un cours usatis, bon, on l'a appelé comme ça, c'est son acronyme. Alors, je prends un exemple, on a par exemple les cartes conceptuelles, on a fait une séance là sur les cartes conceptuelles, et puis ce qu'ils ont appris, ils peuvent le projeter, le réapproprier à l'intérieur de l'ensemble du cours et pas seulement dans la séance qui est consacrée. Ils peuvent le transférer dans d'autres cours de leur sphère académique. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir ce qu'ils transfèrent de ce qu'ils ont appris vers la sphère professionnelle, ou bien ce qu'ils transfèrent, ou ce qui leur vient, ce qu'ils importent au fond des sphères privées. Et donc c'est ça qu'on a interrogé, et d'où le titre au fond 3 ans après, parce qu'on a réinterrogé des étudiants qu'on avait eus en 2009-2010, on leur a demandé, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous continuez de pratiquer? Qu'est-ce que vous continuez à utiliser? Et qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre ou en pratique? Alors on a travaillé là avec... donc nos sujets sont des anciens ou des anciennes étudiantes de ce cours de Usatis. On a 5 étudiants et étudiantes de l'année 2010-2011, une étudiante de 2011-2012. Donc on a travaillé sur 6 entretiens qu'on a traités un peu comme des analyses de cas, avec des analyses de contenu catégorielles assez classiques. Et puis on a déjà un certain nombre de réponses. On n'a pas fini le traitement, on n'a pas tout traité, mais on a déjà un certain nombre de réponses qui paraissent intéressantes. Alors, au niveau des connaissances, ils nous disent toujours la même chose, quoi. Ils nous disent qu'ils ont une meilleure connaissance du champ et du potentiel d'action, du potentiel d'innovation des technologies. Alors, vous avez systématiquement en italique des extraits de ce que nos étudiantes nous ont répondu. Ils disent, voilà, je pense que ça peut être un véritable outil d'apprentissage et pas seulement un support. Ils ont une compréhension, en tout cas, plus élargie, beaucoup moins technocentrée de ce qu'ils avaient au départ. Ils ont surtout aussi sont énormément libérés aussi par rapport aux technologies. Ils ont plus de confiance et un sentiment d'auto-efficacité qui est plus important. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est déjà important. Et ça, ils le conservent. Ils le conservent 3 ans après. Après ça, ils nous disent aussi, et ça nous fait aussi finalement assez plaisir, ils nous disent au fond, les technologies de l'éducation, ce sont des vrais outils cognitifs. Donc ce sont des vrais outils pour apprendre, qui modifient les processus d'apprentissage, qui traitent l'information de façon différente. Et ils ont quitté cette idée qu'au fond de la pédagogie du tuyau, où finalement les technologies servent simplement à transférer des contenus, et plus le tuyau est gros, finalement mieux ça vaut, et plus ça semble être efficace. Donc on a cet aspect-là qui pour nous est important. Et donc,
ils nous disent aussi, on a intégré un certain nombre de choses, et c'est vrai qu'on s'est approprié un certain nombre de ces outils et de leurs usages. Ils nous disent d'ailleurs maintenant, c'est intégré, souvent, on ne peut même plus vous dire ce que c'est, parce que c'est tellement intégré que ça fait partie de notre pratique quotidienne, et donc c'est vraiment approprié, routinisé, et donc, 3 ans après, ils ne voient plus très bien quand, à quel moment ils l'ont appris, mais en tout cas, ils disent on l'a acquis, mais voilà, maintenant ça nous appartient, c'est à nous. Alors ça, c'est important parce que sur cet aspect-là, ils font une différence entre des choses qui sont de l'ordre, j'ai envie de dire, de la méthode. Par exemple, faire produire une carte conceptuelle. Il nous dit, ça, c'est quelque chose que je peux faire n'importe comment, avec n'importe qui, à n'importe quel moment, parce que je n'ai pas nécessairement besoin d'un logiciel. Et donc, ils disent, effectivement, il y a des outils qui sont des outils cognitifs, mais qui sont des outils symboliques et des procédures cognitives pour lesquelles les technos en soi ne sont pas nécessairement importantes. Et puis, ils font la distinction avec certains outils particuliers, comme des services web et des dispositifs particuliers. Et donc, ils font bien ces différences-là aussi. Alors, au niveau relationnel, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'au fond, ils nous disent, on a l'impression de faire partie d'un groupe. Ils disent, on a fait votre cours il y a 3 ans. Quand on voit les autres et qu'on doit discuter de travaux et qu'on doit discuter d'outils avec lesquels on pourrait faire ces travaux, on se reconnaît parce qu'on se dit, ah oui, on parle d'un outil, et puis ils se disent, ah, ça on a fait en première année, on connaît, et donc il y a une espèce d'identité de groupe et une espèce d'acculturation technologique qui s'est faite pour certains de ces étudiants qui ont participé à ce cours-là. Ils se reconnaissent, ils ont la même culture, le même background, etc. Et ils reconnaissent même, d'ailleurs, c'est pas mal non plus, ils reconnaissent, ils intègrent à ce mode de fonctionnement le cours d'une de nos collègues de Mireille Bétrancourt qui travaille exactement de la même façon, mais en 3e année. Et donc là, il y a effectivement une espèce de reconnaissance d'un groupe d'une certaine culture qui produit des pratiques qui sont routinisées. Alors, et c'est vrai que, voilà, c'est ce qu'ils nous disent, hein, vous pouvez lire les quelques citations qu'on a mises en exergue, mais qui sont assez significatives de cette espèce d'identité de groupe qui s'est constituée à travers une année. Pour les gens qui nous ont répondu, qu'on a pu interroger, etc. Donc ce sont des cas particuliers, ce n'est pas du tout une généralisation, mais en tout cas c'est intéressant de montrer que ce type de processus peut se mettre en place. Alors, sur la médiation posturale, il reste toujours avec cette idée de dire, mais oui, effectivement, ceux ou celles qui ont répondu et qui avaient un projet professionnel explicite, ils nous disent, on a envie de faire quand on sortira de la faculté. Donc on a envie de faire, on pense que, j'imagine que je vais pouvoir faire énormément de choses, je vais pouvoir transférer, etc. Mais voilà, ils sont sur cette médiation posturale, sur cette déclaration d'intention, et après, au fond, derrière, il n'y a encore pas grand-chose. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? Au niveau du transfert dans l'action, j'ai classé, je vous propose de voir comme ça, d'une part, les outils symboliques et les procédures cognitives de type, effectivement, utilisation de cartes conceptuelles, et puis ici, de l'autre côté, pour vous, à votre droite, ce qui est de l'ordre, effectivement, des dispositifs technologiques particuliers, transfert à la sphère académique, à la sphère professionnelle ou à la sphère personnelle. Alors voilà, ce qu'ils nous disent, transfert à la sphère académique, carte conceptuelle, pratique métaréflexive, compétences informationnelles, écriture scientifique. Voilà quelques exemples de citations. Je vous laisse lire un instant. Pour ce qui est de l'ordre d'outils particuliers, les gros outils qui continuent à utiliser tout le temps, c'est effectivement Google Doc et Dropbox. Voilà ce qu'ils nous en disent. Au niveau professionnel, on a déjà moins de transferts. Ils conservent dans certains cas l'utilisation des cartes conceptuelles et le partage des ressources. Ils réutilisent pas mal la métaréflexion. Voilà ce que nous dit une étudiante qui est l'étudiante 5. Au niveau des outils particuliers, sites pédagogiques, les exerciceurs, et alors la projection numérique, donc l'utilisation simplement d'un rétrodata et quelque chose qui transfèrent à leur sphère professionnelle quand ils en ont. Au niveau personnel, on n'a quasiment plus rien, et donc tout se limite vraiment globalement à la sphère académique. Une personne qui nous dit oui, il dit moi je fais de la métaréflexion, même avec mes gamins je fais pareil. Voilà. Et puis alors au niveau de Google Doc, il y a une étudiante qui dit ben oui, moi au fond j'ai appris à ma maman à s'en servir et c'est bien pratique. Voilà. Donc en gros, on est sur cette idée qu'au fond, ils transfèrent éventuellement à la sphère académique
à d'autres cours, mais très peu à la sphère professionnelle ou à la sphère personnelle. Alors la question, c'est pourquoi? Alors on a un certain nombre de la littérature nous donne un certain nombre d'arguments, d'explications, effectivement, sur leur degré de littératie par rapport aux technologies, la représentation qu'ils ont des technologies, etc. Donc on a un certain nombre de pistes. Cela dit, et c'est intéressant parce que tout à l'heure on a parlé de l'identité professionnelle des enseignants, et du coup, nous on s'est demandé s'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre de l'identité. Donc on est allé revoir, au fond, la littérature sur l'identité, on est allé revoir un peu sur leurs difficultés, on est allé voir sur l'identité, on a d'abord demandé, on s'est demandé de voir, on a essayé de savoir pourquoi, au fond, ils passaient difficilement à la pratique. Alors la première chose, c'est qu'au fond, ils ont un certain nombre de difficultés à se projeter dans un avenir professionnel. Ils se voient comme étudiants, mais pas encore vraiment comme des professionnels. Ils n'ont que peu d'ancrage de terrain. Ils n'en ont pas encore. Voilà une citation qui l'explique assez bien. Ils ont une vision à court terme. Ils font un clivage très important. Ils maintiennent un clivage très important entre ce qui est leur vie d'étudiant et leur vie professionnelle future. Ils disent, nous, pour l'instant, on est étudiants, on verra bien plus tard, quand on sera dans le métier, quand on sera dans la réalité, on pourra voir. Ils pensent souvent que le milieu professionnel et académique que les milieux professionnels et académiques ne sont pas favorables à l'utilisation des technologies, ils sont assez défavorables au changement. Voilà. Du coup, on s'est dit, si ils sont là avec cette perception-là, avec ces difficultés à se projeter dans l'avenir, avec ces difficultés effectivement de transférer dans leur métier, leur pratique, quand ils en ont une, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et c'est là qu'on est retourné à cette idée de conflit identitaire et d'identité professionnelle. Et puis, au fond, si on reprend la littérature d'Étienne Bourgeois, sur le rôle de la motivation et de l'identité dans la persistance dans les études, il repropose effectivement une vision de 3 mois différents. Il dit, chaque personne a un mois qui est un mois idéal, il a un mois actuel et puis il a un mois normatif. Et puis, ce qui nous apparaît, c'est qu'au fond, c'est une explication supplémentaire et c'est une piste supplémentaire par rapport à l'ensemble des raisons qu'on donne sur la non-mise en pratique, effectivement, des technologies. Mais en gros, ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent, à travers ces 6 cas-là, c'est qu'il y a une contradiction entre le mois actuel, donc ceux qui sont dans leurs études, et leur mois idéal, ce qu'ils devraient faire ou ce qu'ils aimeraient faire dans la pratique. Ils nous disent, on aimerait bien faire, mais au fond, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est un peu comme la course, hein. Je voudrais bien aller courir une demi-heure par jour, mais je ne parviens pas à m'organiser, je ne parviens pas à le faire. Il y a cette espèce de contradiction entre, je sais bien que je devrais, mais en fait, dans mes contraintes de temps, dans mes contraintes de vie, je ne parviens pas à le faire. Ça rappelle ce qu'on a dit d'ailleurs sur les difficultés d'utilisation du portfolio ce matin, qui est très dispendieux en temps, qui est très consommateur de temps. Et en gros, tout ce qui est tâche de l'ordre méta est toujours très très lourd à porter parce que c'est toujours du temps en plus par rapport au temps de la tâche, quoi. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un aspect qui est important aussi, une contradiction vraisemblablement entre le mois actuel et le mois normatif. Ça veut dire qu'effectivement... quand les étudiants nous disent, au fond, si tous les enseignants faisaient comme vous, peut-être ce serait beaucoup plus facile et ça deviendrait la normale. Ça deviendrait la normalité dans nos études universitaires. Seulement, ils nous disent un peu, vous êtes des martiens. En fait, à l'université, on ne fait pas cours comme ça, quoi. Et donc, il y a cette espèce de contradiction entre une espèce de norme et d'une attente normative qu'ils intègrent sur comment on enseigne à l'université, et au fond, ceux qui sont aujourd'hui, voilà. Et puis, il y a aussi, effectivement, une contradiction qui pourrait intervenir entre un mois idéal et un mois normatif. On a une étudiante qui avait dit, effectivement, moi, j'ai essayé de faire... je voulais mettre en place un carnet de bord dans ma pratique, et puis, finalement, pour obtenir l'adhésion de mes collègues, j'ai renoncé à le faire, quoi. Et donc, du coup,
c'est juste une piste, en fait, simplement, c'est une idée d'une explication différente ou d'un facteur explicatif ou de compréhension différente de ce non-passage, effectivement, à la pratique, qui pourrait se jouer d'une espèce de dissonance cognitive, hein, pour reprendre les théories de Festinger qui sont déjà vieilles, mais qui sont pas mal intéressantes là-dessus, entre, au fond, ces trois instances du moi, de l'enseignant ou du futur enseignant, ce qu'il est vraiment, ce qu'il souhaiterait faire, et au fond, ce qu'on lui demande ou l'image à laquelle on doit répondre. Voilà. Je pense que j'ai fini dans les temps. Voilà. Merci.